La grogne des enseignants ne faiblit pas. L'objectif des grévistes installés d'est en ouest est maintenant de sensibiliser les parents d'élèves et d'amplifier un mouvement qui dénonce avant tout la violence dans les écoles. Le prix Carbet des lycéens fête sa 18e édition et des élèves de tout le territoire se sont réunis aujourd'hui afin de désigner les ambassadeurs guyanais pour la grande finale du concours littéraire qui se déroulera en Guadeloupe. Avec une mangrove qui recouvre 70 000 hectares, une forêt marécageuse de 3 000 km² et des marais qui s'étendent sur 1 500 km², la Guyane fête la journée mondiale des zones humides, présentation des marais de l'île. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Sachez que cette page d'information est disponible en direct sur Facebook. La plateforme d'orientation Parcoursup est en service depuis quelques semaines, mais elle suscite déjà le mécontentement des étudiants et des professeurs qui pointent du doigt de trop nombreux problèmes techniques. Les explications de Pierre Tréfoux. Depuis le 22 janvier, les futurs bacheliers et étudiants en réorientation peuvent émettre leurs vœux pour l'année 2018-2019 sur la plateforme Parcoursup, qui a succédé au controversé admission post-bac. L'établissement, les professeurs principaux doivent donner un avis sur les choix de poursuite d'études qui sont souhaités par le jeune. Et nous devons aussi examiner tout cela au niveau de l'université, dossier par dossier, pour dire à l'étudiant, attention, là, vous aurez, ça ira, les attendus sont au rendez-vous, mais là, attention, vous n'avez pas tous les attendus en termes, je sais pas, de compétences logiques ou en termes de connaissances disciplinaires. Donc vous allez avoir des difficultés à poursuivre, à réussir dans telle ou telle filière. Donc c'est en tout état de cause que vous devrez faire votre choix, bien évidemment. Parmi les principales nouveautés, un maximum de 10 vœux contre 24 l'an dernier et pas de classement. Mais un outil encore trop dur pour les futurs étudiants. On ne sait pas tous manipuler les différents logiciels, tout ce qui concerne l'informatique. Bien sûr, on est la génération informatique, mais c'est pas donné à tout le monde de savoir manipuler, de savoir aller chercher et d'arriver à notre objectif. Le candidat va devoir répondre aux attendus des universités et avoir les compétences et connaissances requises pour suivre une filière donnée. On se rend compte que beaucoup d'élèves, parce que mal orientés, donc parce que mal informés, ont un échec à l'université alors qu'ils ont tout le talent qu'il faut pour réussir. Donc le Parcoursup va permettre d'améliorer l'information, donc d'améliorer l'orientation et donc espérer réduire l'échec en premier cycle universitaire. Les établissements d'enseignement supérieur auront accès aux notes du lycéen en première et terminale, aux appréciations des professeurs et à l'avis du conseil de classe sur le projet d'orientation du jeune. Les réponses des établissements tomberont au fil de l'eau à partir du 22 mai. La colère des enseignants ne faiblit pas. Bien décidés à enrayer la violence grandissante dans les établissements guyanais et leur manque de moyens, les professeurs souhaitent que les parents d'élèves les rejoignent dans leur mouvement. Quelles sont leurs prochaines actions? Pierre Tréfoux leur a posé la question. On a eu une forte perte en contrat aidé, notamment pour les surveillants. Et on se retrouve là avec quasiment moitié moins d'effectifs qu'à la rentrée 2017. Et on ne sait pas comment préparer cette rentrée 2018 puisqu'on risque encore de perdre du monde. Donc d'où ce mouvement. Ce qui est prévu justement demain après-midi, c'est une rencontre avec les parents d'élèves à 15 h au collège, afin justement d'échanger avec eux et de les impliquer un maximum, puisqu'il en va de l'avenir de leurs enfants. On n'a pas vraiment eu d'échange avec les élèves, mais je pense que les élèves sont les premières victimes, si on peut dire, des problèmes qu'on dénonce. Donc je n'ai pas vraiment de doute sur le fait qu'ils nous soutiennent et qu'ils nous comprennent. Notre mouvement est intéressant parce qu'on s'est intéressé sur notre responsabilité dans ce qui s'était passé. D'accord, on va demander des postes, on demande des choses, ça c'est le rectorat qui nous les donne, et on a étudié les causes de la violence. On a vu qu'il y avait un problème structurel, de structure d'établissement, même comment il était fait, ce qui manquait. On a appelé la CTG, ils sont venus constater. Nos agents sont exténués, on a demandé des postes d'agents auprès de la CTG qui est en train d'y réfléchir. On a inclus tout le monde dans le mouvement et on a créé des ateliers de réflexion sur différents thèmes. Direction la Guadeloupe, où il y a plus de 20 ans, le rectorat indépendant voyait le jour. À l'occasion des assises de l'éducation qui ont débuté à l'Université des Antilles, le recteur Camille Galap a marqué un temps de pause pour réaliser un véritable diagnostic de ces 20 années passées. Linda Kayarsi en a pris bonne note.
Faire la démonstration d'une capacité collective à être force de proposition pour l'éducation des jeunes du territoire, tel est l'objectif de ces assises de l'éducation. Nous abordons la 20e année suite à la création de l'Académie de la Guadeloupe. Et dans ce temps d'anniversaire, finalement, il est quand même intéressant de faire un diagnostic de tout ce qui s'est passé pendant ces 20 dernières années et puis ensuite se projeter pour les années à venir. Jusqu'au 2 février, plusieurs thématiques seront abordées lors d'ateliers. L'éducation des élèves, l'organisation du temps scolaire ou encore la gestion des risques majeurs. En situation de crise, le préfet devient directeur des opérations de secours. Ça veut dire que c'est lui qui a la main exclusive sur les moyens de secours publics et privés, puisqu'il peut faire des réquisitions, et que c'est lui qui décide des priorités à donner pour la sécurisation, le secours aux personnes, l'alerte, etc. Donc ça veut dire que, par exemple, le recteur doit se coordonner avec le préfet pour l'organisation des secours et notamment donc, au personnel enseignant, au personnel de l'éducation nationale. Une bonne gestion des risques majeurs en milieu scolaire passe aussi par la prévention, la construction de bâtiments parasismiques. Ensuite, l'éducation, enfin l'aménagement des bâtiments, savoir comment on met les placards, où on met les placards, les étagères, etc. Les climatiseurs s'il y en a, ou les ventilateurs, ou les téléviseurs, enfin tout ce qui est objet rajouté dans un bâtiment. Ensuite, le comportement des individus, le comportement du personnel enseignant, encadrant et également des élèves. Et donc il faut que tout ceci fonctionne ensemble avec des conditions qui sont différentes selon si on est au rez-de-chaussée d'un bâtiment ou à un étage. Donc tout cela doit être su par cœur et presque par réflexe. Autant de propositions qui viendront enrichir une large consultation publique lancée via une plateforme numérique, une démarche de concertation qui viendra alimenter les assises des Outre-mer. On avait déjà entamé la réflexion depuis le mois de juin 2017, donc avec un travail de proximité en bassin, dans les établissements. L'idée, c'est de pouvoir restituer et faire des propositions concrètes pour qu'elles soient mises en œuvre, que ce soit entre guillemets la feuille de route, et que régulièrement après ces assises de l'éducation, tous les 2 ans, on soit en mesure, sur des thèmes bien définis, voir comment les choses vont évoluer entre ces assises et dans les 20 ans qui viennent. Voilà. Les contributions en ligne et en atelier récoltées lors de ces assises de l'éducation seront déclinées en une feuille de route, un plan d'action pour la Guadeloupe qui sera présenté en avril 2018. Retour en Guyane, où la 18e édition des prix Carbet du lycéen a mis en l'honneur des auteurs comme Marie Scondé, Louis-Philippe d'Alembert ou encore Patrick Chamoiseau. Dans le cadre de ce concours littéraire, 220 élèves guyanais se sont plongés dans les écrits de ces illustres auteurs avant de désigner les ambassadeurs qui le représenteront pour la grande finale en Guadeloupe. Un des élus nous explique son choix. C'est un concours qui permet de voir la différence entre certains livres qui ont été choisis, 6 livres lauréats. Et donc on débat, nous les élèves, les lycéens, on débat pour savoir lequel qu'on a préféré. Il y a eu 5 romans, il y a un autre livre qui est vraiment philosophique, mais les livres se rapportent à peu près tous à l'immigration, aux Antilles, un peu partout. Moi j'ai choisi un livre qui c'est L'enfant et le camboiseur. Alors il est assez différent parce qu'il ne parle pas vraiment d'immigration, mais il nous parle vraiment d'une histoire d'un enfant qui est vraiment curieux et qui cherche à comprendre tout ce qui se passe derrière cet homme qui s'appelle Monsieur Zouti. C'est un camboiseur, donc il essaye de comprendre, sa curiosité l'amène à comprendre sa magie. Ouvrons une page d'économie avec une mauvaise nouvelle. Faire votre plein de carburant au mois de février va vous coûter plus cher. Le super sans-plomb passe à 1,58 € le litre au lieu de l'euro 54 du mois de janvier. Le gazole augmente de 3 centimes et coûte désormais 1,39 € le litre. Seule la bouteille de gaz présente une baisse de 46 centimes et vous reviendra à 22,05 €. En Martinique, ce ne sont pas les prix qui augmentent, mais les faux billets. En ce moment, les fausses coupures de 50 et 100 € sont actuellement en recrudescence sur l'île. La section financière du commissariat de Fort-de-France est en alerte. Un reportage de Sandrine Claude. Oui, sur madame. Merci. Là, j'ai un billet de 50, j'ai le stylo. J'ai fait la vérification. On passe à le stylo. Ça n'a pas changé de couleur, ça veut dire qu'elle est bonne. Une vérification devenue quasi systématique pour ce commerçant. Depuis que les services de police ont signalé une recrudescence de circulation de faux billets, on prend au quotidien des précautions. Vous voyez, dès que ça change de couleur, tout de suite, c'est un faux billet. Depuis qu'on a entendu qu'il y a des faux billets qui circulent, oui.
Oui, on fait assez. Lorsqu'on a de doutes de certains pays, oui, on les fait. Pour ne pas vexer certains clients, le commerçant a recours parfois à des techniques un peu moins radicales. Ça gêne les clients, que ça veut dire quoi? Que j'ai un faux de payer, tout ça, et ça gêne un peu les clients. On sent que ça gêne. Alors le plus souvent, je le teste moi-même avec les mains, sinon avec les doigts, mais pas avec les stylos. C'est un détecteur de faux billets. Donc en fait, quand on passe le billet dans l'appareil, s'il ne se passe rien, c'est que tout est bon. Et il nous signale si le billet est faux. C'est suite à une mauvaise expérience avec sa banque que cet autre gérant s'est équipé de ce détecteur électronique. Depuis que la banque m'en a rejeté 2, on a tout de suite été s'équiper. C'est la seule manière de se prémunir. Si on a un gros doute, on le repasse 2-3 fois dans l'appareil pour voir qu'il n'y a pas de problème. Les commerçants ne sont pas les seuls à pouvoir être la cible de ce fléau. La population, elle aussi, pourrait se retrouver en possession de faux billets, certains sans même le savoir, car même si beaucoup sont au courant de la fraude, peu s'en inquiètent réellement. On regarde quand même, quand on entend quand même les informations, on fait attention. Chez le commerçant, lorsqu'il me remet un billet, je n'ai pas le réflexe de vérifier s'il est faux ou pas. D'autres sont un peu plus vigilants sur la question. Je pense qu'il y a d'abord, on peut palper le billet, c'est d'abord le premier réflexe. Je pense que c'est au niveau de la matière du papier qui est différente. Plusieurs indices permettent de savoir si votre billet est authentique. Un papier qui craque contre le fouet, la présence du visage de la déesse de l'Europe ou encore une lumière scintillante en inclinant le billet. Dans le reste de l'actualité, un colloque organisé hier à la Chambre de commerce et d'industrie a abordé le thème du problème de traitement de l'amiante en Guyane. Quels sont les risques encourus par les professionnels et les particuliers qui évoluent dans des villes dont les édifices datent souvent d'avant 1997 et comment endiguer le risque de cancer? Gaël Oassim a posé la question aux organisateurs. Alors le CIRTA, qui est un syndicat professionnel, va jusqu'à ses membres, dont je suis membre, au niveau des régions pour apporter des informations au niveau des maîtres d'ouvrage sur leur responsabilité vis-à-vis du risque amiante. Aujourd'hui, vous avez des bâtiments qui, pour la plupart, datent d'avant 97, qui sont aujourd'hui concernés par la réglementation amiante. Et ces informations concernant les obligations, qui concernent l'obligation de ces maîtres d'ouvrage vis-à-vis de l'état de ces bâtiments, voilà, il est important de leur apporter des informations à ce niveau-là. Aujourd'hui, on n'a pas encore de chiffres officiels. Alors, des diagnostics ont été faits, mais il est vrai que la réglementation a bougé. Donc, même au niveau des diagnostics qui ont été faits, il y en a qui méritent d'être faits, donc d'être mis à jour. Effectivement, ce n'est pas toujours fait comme il faut et dans les délais qu'il faut, mais malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure, sur l'ensemble du parc immobilier de l'île, l'ensemble du parc immobilier de la Guyane, de dire quels bâtiments sont concernés ou pas. Ce qui est concrètement dit sur l'amiante, c'est que l'amiante est un danger, et l'amiante est un danger sur tout bâtiment qui aujourd'hui est dans une étape soit de réhabilitation, soit de démolition. Parce que l'amiante, elle devient un danger quand on agresse le matériau qui en contient. Donc la responsabilité du maître d'ouvrage vise à protéger les populations qui habitent ou qui circulent dans ce bâtiment, mais aussi pour protéger l'environnement. Eh bien, le risque amiante, c'est le risque qui correspond à une fibre qui est en fait une roche filandreuse et qui a été très très largement utilisée jusqu'en 1997 dans énormément de matériaux de construction et notamment dans le bâtiment parce que cette roche a des propriétés anti-feu, acoustiques, enfin d'énormes propriétés pour le bâtiment. Et malheureusement, ça a été mis en œuvre très très largement entre les années 45, 50 et 97. Et aujourd'hui, le risque, c'est lorsqu'on intervient sur des matériaux amiantés, qu'on les brise, qu'on les racle, qu'on les scie, on libère la fibre d'amiante qui est dans la composition du matériau. Et ces fibres sont extrêmement dangereuses puisque si elles sont inhalées, elles vont malheureusement très souvent se loger dans les poumons ou dans la plèvre et créer des cancers qui sont extrêmement graves puisque pour l'essentiel incurables. Demain, vendredi 2 février, marquera la journée mondiale des zones humides. À cette occasion, nous vous présentons les marais de Yilli, une des richesses naturelles de notre territoire. Laissez-vous guider, Gaël Oassim vous emmène en balade. On
a décidé de conserver cette idée de prix-prix parce que c'est une tradition locale. En fait, ici, les créoles parlent souvent de prix-prix. C'est un milieu vraiment particulier où il y a beaucoup de végétation qui flotte, beaucoup d'humidité, couleurs, patagaï, atipa, voilà, c'est nos prix-prix. Donc nous, on souhaite conserver cette identité à Sinnamary, prix-prix de Yini. La superficie des prés d'Illy, c'est en espace protégé un peu moins de 10 000 hectares, propriété du Conservatoire du Littoral. Maintenant, c'est un espace qui concerne plusieurs entités écologiques et géographiques, plusieurs milieux, et on est sur des connexions qui sont pas loin plutôt des 30 à 40 000 hectares. On trouve la loutre géante, on trouve plutôt des espèces de forêts, avec le hocco, le pac, beaucoup d'oiseaux, de singes. Ensuite, on arrive dans les zones marais. Donc là, on est plutôt sur un milieu cordon littoral. Donc beaucoup de félins, encore la loutre, le tamanoir, les canards, les oiseaux d'eau, grèbes, foulques, toutes ces petites choses, les hérons, les aigrettes. On s'approche du littoral et là on est dans un milieu saumâtre, à salé, donc on arrive dans les mangroves avec une biodiversité encore une fois exceptionnelle et même pas totalement inventoriée, qu'on ne connaît pas. Hein. Mais des poissons, des cabillailles, les singes hurleurs qui sont très souvent dans les mangroves, beaucoup de rapaces, les crabes, les crevettes. En fait, si on vient à Illy pour se balader et qu'on est un grand aventurier, on va découvrir tout le faciès de la Guyane quasiment. Les animations vous seront proposées samedi 3 février à la Maison de Nature de Sinnamary, un très bon moyen de découvrir les marais d'Illy. Ce reportage est le dernier de notre série de portraits de groupes de rue participant au Cayenne Music Festival qui se tiendra demain à partir de 18 h sur la place des Palmistes. Cette éruption qui ferme la marche et Jonathan Lariot a été à la rencontre de cette formation qui fait bouillir notre carnaval. Aux portes de la cité Châtenay, la musique du groupe Éruption donne une autre couleur aux soirées de la période carnavalesque. Ici, il n'est pas question de séparation. Aux instruments comme à la chorégraphie, toutes les catégories d'âge évoluent ensemble. Mais fait rare, dans ce groupe, la quasi-totalité des membres sont très jeunes. On joue avec beaucoup de jeunes de moins de 15 ans, sincèrement, voire même moins de 10 ans. Et on arrive à sortir quelque chose de pas mal pour moi. On essaye aussi, entre guillemets, d'éduquer, musicalement parlant, de les éduquer, de les former. Et ça les évite justement, pendant la période de carnaval, bien sûr, de faire autre chose qui semblerait en tout cas pas bien, quoi. C'est transmettre aux jeunes, déjà, parce que dans un groupe il y a aussi des règles, il y a des lois, donc déjà ça les cadre bien. Et puis au niveau de la musique, on fait en sorte qu'ils prennent leur plaisir, tout simplement. Le groupe se considère comme le jeune poussé, inscrit au Cayenne Music Festival. Leur objectif n'est pas de gagner, mais de créer la dynamique carnavalesque de demain. C'est des travails de longs mois, de longues nuits surtout. Voilà, et puis les choses s'enchaînent parce qu'entre concours, entre les parades, etc., faut pouvoir assurer chaque dimanche surtout un défilé pour les spectateurs. Nous, on est là pour les former et ensuite, voilà, on transmet ce que nous, on a connu auparavant et c'est que pour les faire monter en puissance. Donc en étant inscrits au concours, c'est pour eux se permettre de s'affirmer surtout et aussi de voir leurs valeurs. Parce que, comme on dit aujourd'hui, les jeunes, ils manquent beaucoup de valeurs. Et en étant inscrits à ce concours, on les permet d'exprimer ce qu'ils aiment. Voilà, leur grande passion qui est la musique et voilà. Le concours Cayenne Music Festival se déroulera ce vendredi à la place des Palmistes à partir de 18 h. 3 groupes vont concourir. Éruption, les Frères de la Crique et Mayuri Chonei. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 1er février. La grogne des enseignants ne faiblit pas. L'objectif des grévistes installés d'est en ouest est maintenant de sensibiliser les parents d'élèves et d'amplifier un mouvement qui dénonce avant tout la violence dans les écoles.
Le prix Carbet des lycéens fête sa 18e édition et des élèves de tout le territoire se sont réunis aujourd'hui afin de désigner les ambassadeurs guyanais pour la grande finale du concours littéraire qui se déroulera en Guadeloupe. Avec une mangrove qui recouvre 70 000 hectares, une forêt marécageuse de 3000 km² et des marais qui s'étendent sur 1500 km², la Guyane fête la journée mondiale des zones humides. Présentation des Marais du Vie dans notre édition. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV. Quant à moi, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée sur ATV Guyane. Bonne night.